13 octobre 2019. Commissariat de police de Springfield, Missouri. 5 minutes avant minuit, 2 personnes s'approchent du guichet de l'officier de service. L'un est plus âgé. Il a l'air d'avoir 14, peut-être 15 ans. Le second est tout petit, 5 ans, pas plus. Le sergent Michael Brennan, 23 ans de carrière dans la police, témoignera plus tard aux enquêteurs. Il dira « La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'était pas habillé pour la saison. C'est octobre, la température est juste au-dessus de zéro, il pleut. L'aîné porte un fin t-shirt gris sans manches et un jean. Le plus jeune est en tennis d'été, short et t-shirt avec un personnage de dessin animé. Leurs baskets sont trempées, ils n'ont pas de chaussettes. Aucun des deux n'a de veste. La deuxième chose, c'est qu'ils semblaient tous deux émaciés, pas juste fatigués, émaciés. La peau pâle, presque grise, des cernes profonds sous les yeux. L'aîné se tient au bord du comptoir pour ne pas vaciller. Ses lèvres sont gercées, les cheveux sales, emmêlés. Brennan enclenche le protocole standard. Il demande leur nom, où sont leurs parents, d'où ils viennent. S'ils ont besoin d'une assistance médicale. Le plus âgé reste silencieux. Il regarde le sol. Ses mains tremblent, pas de froid, de quelque chose d'autre. Le plus jeune pleure, doucement, de manière monotone. Il a enfoui son visage dans le flanc de l'aîné. Il pleure comme s'il le faisait depuis longtemps. Sa voix est rauque, son visage rouge et gonflé. Le sergent essaie à nouveau. Il parle plus doucement. « Écoute, j'ai besoin de savoir comment tu t'appelles, pour qu'on puisse appeler chez vous, pour que quelqu'un vienne vous chercher. » L'aîné serre la main du plus jeune, lève la tête, regarde Brennan dans les yeux. Il parle pour la première fois. Daniel Reed. Brennan note dans son carnet. Il lui demande de répéter, juste pour s'assurer d'avoir bien entendu. Le garçon répète clairement, syllabe par syllabe. « Je m'appelle Daniel Reed. » Le sergent ouvre la base de données sur l'ordinateur. Section « Affaires non résolues », sous-section « Personnes disparues ». Il tape le nom dans la barre de recherche. Appuie sur « Entrée ». 1 seconde. 2. Un dossier apparaît à l'écran. Statut de l'affaire, active. Catégorie, personne disparue. Date d'enregistrement, 24 août 2012. 7 ans et presque 2 mois plus tôt. Âge au moment de la disparition, 7 ans. Brennan regarde la photo dans le dossier. Une photo scolaire. Un garçon de 7 ans souriant à l'appareil. Cheveux blonds. Un grain de beauté au-dessus du sourcil gauche. Des taches de rousseur sur le nez. Puis il lève les yeux vers le garçon devant lui. Ses cheveux sont maintenant plus foncés, sales, longs. Mais l'ovale du visage est le même. Les yeux sont les mêmes. C'est lui, Daniel Reed. Disparu depuis 7 ans. Brennan prend le combiné du téléphone. Il compose le numéro interne du département des détectives. Il y prononce 4 mots. Affaire active, enlèvement, code rouge. 2 minutes plus tard, 2 détectives du service des mineurs, la détective Sarah Miller et le détective James Porter, se précipitent dans le poste de garde. 5 minutes plus tard, l'agent du FBI Robert Callahan arrive. Il est en charge de cette affaire depuis 2012. Il la gère personnellement. Parce que l'enlèvement de mineurs est un crime fédéral. Parce que les parents de Daniel Reed sont toujours enregistrés comme plaignants. Parce que cette affaire figure sur la liste des affaires non résolues prioritaires. Callahan s'approche du comptoir, regarde Daniel, sort son téléphone de sa poche, ouvre une photo, celle de l'école, de 2012, il compare. Il le reconnaît. Mais Callahan tourne ensuite son regard vers le plus jeune, et là, un second protocole se déclenche. La détective Miller vérifie déjà la base de données. Elle entre l'âge approximatif, la date, les 3 dernières années. Elle regarde les photos des personnes disparues. Elle trouve une correspondance. Nom, Ethan Collins. Date de disparition, 2 février 2017. Il y a 2 ans et demi.
Âge au moment de la disparition, 2 ans et 8 mois. Lieu, le parking d'un centre commercial à Springfield. La mère s'est détournée pendant 30 secondes pour prendre un sac dans la voiture. Quand elle s'est retournée, il n'était plus là. 2 personnes disparues, 2 affaires actives, 7 ans de différence entre les disparitions. Les 2 sont au commissariat, vivants. Callahan emmène Daniel dans une salle d'interrogatoire, pas celle où l'on m'interroge les suspects, une spéciale, pour les témoins mineurs. Il y a des chaises moelleuses. La couleur des murs est neutre. La caméra est installée discrètement. Ethan est pris en charge par l'assistante sociale Linda Graham. Elle est arrivée 10 minutes après l'appel. Elle l'emmène à l'hôpital du comté pour un examen médical. Il est trop petit pour témoigner. Trop effrayé. Daniel s'assied en face de l'agent du FBI. Sur la table, un dictaphone, un verre d'eau, une boîte de mouchoirs. Callahan allume l'enregistrement. Il nomme la date, l'heure, les noms des personnes présentes. Et il comprend. Il va enfin entendre ce qu'il a cherché pendant 7 ans. Il va découvrir qui a enlevé ce garçon dans le parc de la ville en août 2012. Où il a été retenu tout ce temps. Pourquoi il n'y a eu aucune trace. Comment il a réussi à s'échapper. Mais surtout, il va découvrir s'il y a d'autres personnes. Car Daniel a d'une manière ou d'une autre amené Ethan avec lui. Et s'il savait où chercher l'un, il pourrait connaître l'existence d'autres. Et s'ils sont là, il ne reste presque plus de temps pour les retrouver. 24 août 2012. 7 ans avant cette nuit au commissariat. Daniel Reed, 7 ans. Vit avec ses parents, Mark et Susan Reed, dans la banlieue de Springfield. Une maison à 2 étages sur Maple Street, numéro 247. Un quartier tranquille. Pelouse bien entretenue, vélos d'enfants devant les entrées. Les voisins se connaissent par leur nom. Une classe moyenne américaine typique. Les enquêteurs ont des enregistrements d'archives, des vidéos familiales que les parents ont filmées quelques mois avant la disparition. Juillet 2012, l'anniversaire de Daniel. Il fête ses 7 ans. Il souffle les bougies d'un gâteau à l'effigie de Spider-Man. Il sourit à la caméra. Un garçon ordinaire. Cheveux blonds, taches de rousseur sur le nez, un peu timide face à l'appareil. Il demande à refaire un essai. Toutes les bougies ne se sont pas éteintes du premier coup. Sa mère, Suzanne, 42 ans, bibliothécaire, témoignera plus tard en détail à l'agent Callahan. Elle dira « Leur vie était prévisible, stable, ennuyeuse même pour être honnête. Aucune surprise, aucun écart par rapport au programme. Daniel allait à l'école primaire Lincoln à 2 pâtés de maison. Chaque matin, c'était pareil. Petit déjeuner à 7h30, généralement des céréales avec du lait ou des toasts au beurre de cacahuète. À l'école à 8h15. Marc le déposait en voiture en allant au travail. Les cours se terminaient à 15h. Après l'école, un itinéraire strict, le même chaque jour. Daniel sortait des portes de l'école, tournait à droite sur Oak Street, marchait 2 pâtés de maison, passait devant l'épicerie et la laverie automatique jusqu'à l'intersection avec Maple. Là, il tournait à gauche et 100 mètres plus loin, il était à la maison. 10 minutes à pied, parfois moins s'il ne s'arrêtait pas pour regarder quelque chose en chemin. Suzanne le rencontrait toujours à la grille avec de la limonade ou des biscuits. Mark Reed, 45 ans, travaillait comme cadre intermédiaire dans une succursale de Bank of America. Horaire standard, de 9h du matin à 6h du soir. Suzanne travaillait à la bibliothèque municipale sur Main Street, mais avait délibérément choisi un horaire se terminant à 15h pour pouvoir accueillir son fils après l'école. Une famille ordinaire, une vie ordinaire. Aucun conflit, aucune dette, aucune connaissance étrange. D'autres enregistrements familiaux montrent des dîners de famille autour de la table en bois de la cuisine. Daniel raconte quelque chose sur son cours de dessin. Rit quand son père fait une blague. Marc l'aide avec ses devoirs de mathématiques. Suzanne lit les chroniques de Narnia avant de dormir. Ils en sont au 3e livre. Les voisins diront la même chose plus tard. Une famille tranquille, accueillante. Daniel est poli, bien élevé. Parfois, il jouait avec d'autres enfants dans la rue, au ballon ou à vélo. Rien d'inhabituel, rien de suspect. Les dossiers de la police contiennent un autre enregistrement.
le plus important, provenant de la caméra de surveillance de l'école primaire Lincoln. Date 24 août 2012. Heure 15h04. La caméra est installée au-dessus de l'entrée principale, légèrement en angle. La qualité est moyenne, un système de sécurité standard installé il y a quelques années, mais suffisante pour distinguer les visages et les vêtements. Daniel sort de l'enceinte de l'école. Il porte un t-shirt bleu et un jean bleu foncé. Un sac à dos sur le dos, gris, avec des bretelles rouges. Il est seul. Il sortait généralement seul parce qu'il habitait le plus près de tous les autres de sa classe. Les autres attendaient leurs parents à la grille ou partaient en bus scolaire jaune. Il tourne à droite, comme toujours. Il marche sur le trottoir d'un pas régulier, les mains dans les poches de son jean. Calme, détendu. Rien d'inhabituel dans son comportement. Il ne se retourne pas. Il ne court pas. Il ne s'arrête pas. La caméra le filme encore quelques secondes. Daniel passe devant le parking de l'école, atteint le bord du cadre et sort de la zone de couverture. C'est la dernière image de Daniel Reed, datée du 24 août 2012, 15h04, 37. Susan Reed se tenait à la grille de la maison à 15h05, comme d'habitude. Elle attendait. À 15h10, elle a commencé à s'inquiéter. Daniel n'était jamais en retard de plus de quelques minutes. À 15h20, Suzanne est allée à sa rencontre en suivant l'itinéraire habituel, d'un pas rapide, presque en courant. Elle est arrivée à l'école. Elle a demandé au gardien à la grille, un homme âgé nommé Frank. Il a dit que Daniel était parti 25 minutes plus tôt, seul, comme d'habitude. À 15h35, Suzanne a composé le 911. À 16h, la police était sur place. Le quartier a été bouclé. Une fouille porte à porte a commencé. Les voisins ont été interrogés, personne n'avait rien vu. Toutes les maisons le long de l'itinéraire et dans un rayon de 3 pâtés de maisons ont été vérifiées. Les parcs, les terrains vagues, les bâtiments abandonnés ont été fouillés. Les enregistrements des caméras de surveillance ont été demandés, mais il y en avait peu. C'était un secteur résidentiel privé, la plupart des maisons n'avaient pas de système de vidéosurveillance. En fin de soirée, des bénévoles ont été mobilisés. Des centaines de personnes ont fouillé le quartier avec des lampes de poche jusqu'à tard dans la nuit. Aucune trace. Aucun témoin. Rien. Daniel Reed a disparu entre l'école et la maison. 10 minutes à pied, 2 pâtés de maison, 3 heures de l'après-midi. Un quartier résidentiel avec un faible taux de criminalité. Il s'est simplement volatilisé. La police a épuisé toutes les pistes habituelles. Les parents ont été interrogés. Leurs alibis étaient solides. Marc était au travail, 10 témoins, Suzanne à la bibliothèque jusqu'à 14h45. Tous les enseignants, camarades de classe, voisins, parents éloignés ont été interrogés. Chaque criminel enregistré dans un rayon de 50 miles a été vérifié. Tous avaient des alibis. L'affaire a été transmise au FBI 48 heures plus tard. L'agent Robert Callahan l'a prise personnellement en charge. Il a organisé une recherche fédérale. Ils ont cherché 1 an, 2, 3, 5. Aucune trace, aucune piste, aucun appel anonyme. Jusqu'à cette nuit du 13 octobre 2019, lorsque Daniel Reed, 14 ans, est entré lui-même dans le commissariat. L'appel de Susan Reed au 911 a été enregistré à 15h35. L'enregistrement est conservé dans les archives. Opérateur, service d'urgence, que se passe-t-il? Suzanne, la voix tremblante, « Mon fils n'est pas rentré de l'école. Il arrive toujours à la même heure. Ça fait déjà 30 minutes. » L'opérateur lance le protocole standard. Il précise l'âge, 7 ans, le nom, Daniel Reed, l'adresse de l'école, l'adresse de la maison, ses vêtements, t-shirt bleu, jean foncé, sac à dos gris. Heure présumée de la disparition, entre 15h04, quand il est sorti de l'école, et 15h14, quand il aurait dû être à la maison. 10 minutes. 2 pâtés de maison, en plein jour. Une voiture de patrouille arrive chez les Reed à 15h52.
2 officiers, David Crumpton et Maria Sanchez. Ils interrogent Suzanne. Elle leur montre l'itinéraire habituel sur une carte. Ils parcourent cet itinéraire lentement, cherchant quelque chose d'inhabituel. Rien. À 16h15, 6 voitures de patrouille sont déjà sur place. Une fouille porte à porte commence. Les officiers frappent à chaque porte sur Oak Street et Maple Street. Ils demandent « Avez-vous vu un garçon en t-shirt bleu? Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel? Avez-vous remarqué des voitures inconnues ?» Une voisine d'Oak Street, 112, Madame Jennifer Holmes, 63 ans, dit « Elle a vu le bus scolaire à 3 heures comme d'habitude. Rien de plus. » Les voisins de Maple Street, 239, la famille Collins, disent « Ils étaient à la maison toute la journée, n'ont rien entendu, rien vu. » Personne n'a rien. À 17h, le détective James Porter du département d'enquête sur les crimes contre les mineurs arrive. Il prend les dépositions officielles de Mark et Suzanne Reed. Il raconte tout, l'emploi du temps quotidien, les habitudes, les amis, les connaissances, les proches. Porter demande « Y a-t-il eu des menaces, des conflits, des appels étranges, des personnes suspectes près de la maison ou de l'école ?» Non, rien de tel. Il demande les enregistrements des caméras de surveillance. Il y en a peu. L'école, 2 magasins sur l'itinéraire, une station-service à un pâté de maison. Un technicien examine les enregistrements des 3 dernières heures. Caméra de l'école. Daniel sort à 15h04, tourne à droite. Caméra de l'épicerie sur Oak Street, pas d'image de Daniel. L'angle de vue ne capture que l'entrée du magasin et le trottoir n'est que partiellement visible. Caméra du pressing, à côté, ne fonctionne pas du tout, en panne depuis 2 semaines. Caméra de la station-service à l'intersection d'Oak et Maple, rien. Daniel n'apparaît pas dans le cadre. Cela ne signifie qu'une chose, il a disparu quelque part entre l'école et l'intersection. Distance, un pâté de maison, 150 mètres. À 18h30, 40 officiers et 70 bénévoles de la communauté locale participent aux recherches. Ils fouillent tous les parcs, les terrains vagues, les bâtiments abandonnés dans un rayon de 3 km. Ils utilisent des lampes de poche, des chiens, des caméras thermiques. Rien. À 22h, la pluie commence. Forte, froide. Les recherches se poursuivent, mais leur efficacité diminue. Les traces, s'il y en avait, sont maintenant effacées. À minuit, Mark et Suzanne Reed sont assis dans la cuisine. Devant eux, le détective Porter et l'agent du FBI Robert Callahan. Il est arrivé du bureau régional à 23h15 dès qu'il a été informé de la disparition d'un mineur dans des circonstances suspectes. Callahan explique. C'est maintenant une affaire fédérale. L'enlèvement de mineurs relève de la juridiction du FBI. Il dirigera personnellement l'enquête. Suzanne demande « Et après ?» Callahan dit « Nous continuerons les recherches à l'aube. Nous étendrons le rayon à 10 km. Nous interrogerons toutes les personnes enregistrées avec un casier judiciaire dans le comté. Nous vérifierons toutes les voitures filmées par les caméras dans le quartier de l'école. Nous afficherons des avis de recherche avec la photo de Daniel dans tout l'État. » Mark demande quelles sont les chances. Callahan ne répond pas immédiatement, puis il dit honnêtement « Les premières 48 heures sont critiques. Si nous trouvons une piste pendant ce temps, les chances sont élevées. Sinon, les chances diminuent chaque jour. » 48 heures passent, puis une semaine, puis un mois. Aucune trace, aucune piste, aucun témoin, aucune demande de rançon. Cela signifie que ce n'est pas un enlèvement pour de l'argent, aucun appel anonyme, rien. L'affaire reste ouverte. La photo de Daniel est accrochée au commissariat de Springfield depuis 7 ans. Callahan garde une copie sur son bureau. Les parents organisent chaque année une conférence de presse à l'anniversaire de la disparition. Ils demandent à toute personne ayant la moindre information de se manifester. Personne ne répond. Et maintenant, 7 ans plus tard, Daniel Reed est assis en face de Callahan dans la salle d'interrogatoire. Vivant, épuisé,
effrayé, mais vivant. Et l'agent du FBI a enfin la chance de savoir ce qui s'est passé ce jour d'août 2012. 26 août 2012, 3e jour de recherche. L'équipe de recherche a étendu la zone à 5 km du point de disparition. 120 personnes, officiers de police, agents du FBI, bénévoles, maîtres chiens avec leurs chiens. Ils avancent en chaîne, mètre par mètre, fouillant chaque parcelle. L'itinéraire principal de Daniel a été vérifié des dizaines de fois. Maintenant, il vérifie tout autour. Les cours des maisons privées, les garages, les sous-sols avec la permission des propriétaires, les terrains vagues, un entrepôt abandonné à la périphérie du quartier, la zone boisée à 2 km de l'école. À 14h40, le bénévole Thomas Ames, 37 ans, professeur de sport dans une école voisine, trouve quelque chose dans les buissons. Lieu, une petite rue latérale, Elm Street, parallèle à Oak Street. Pas sur l'itinéraire principal de Daniel, sur le côté, à environ 200 mètres du chemin qu'il prenait habituellement. Ames voit quelque chose de bleu dans les buissons. Il se penche. C'est un manuel scolaire. Des mathématiques pour la 2e année. La couverture est bleue, usée, froissée. Il ramasse le livre. À l'intérieur de la couverture, un autocollant avec le nom du propriétaire. Une pratique scolaire standard, pour que les manuels ne se perdent pas. Nom: Daniel Reed. Ames crie. Il appelle les officiers. Le détective Porter arrive en courant. Il met des gants. Il examine le manuel sans le toucher directement. La couverture est humide. Il a plu 2 jours plus tôt. Mais le livre était sous des buissons denses, partiellement protégés de l'eau. Porter place le manuel dans un sac en plastique. Il appelle les experts de la police scientifique. C'est la première preuve matérielle depuis la disparition. Les experts de la police scientifique arrivent 20 minutes plus tard. La technicienne principale, Elizabeth Chen, 12 ans d'expérience en criminalistique. Elle examine le lieu de la découverte. Elle prend des photos sous différents angles. Elle mesure la distance aux objets les plus proches. Elle prélève des échantillons de sol autour. Puis, elle emporte le manuel au laboratoire. L'agent Callahan observe le processus. Il comprend. Ce livre peut révéler beaucoup de choses. Pourquoi est-il là, à 200 mètres de l'itinéraire habituel? Comment il y est arrivé? Qui l'y a amené? Au laboratoire, Chen commence son travail. D'abord un examen visuel sous une lumière vive. Des traces de saleté sont visibles sur la couverture. Quelques rayures. Un coin est légèrement froissé, comme si le livre était tombé ou avait été jeté. Puis elle traite la couverture avec une poudre spéciale pour détecter les empreintes digitales. Elle utilise de la ninhydrine, une substance chimique qui réagit aux acides aminés présents dans les traces de sueur et de graisse. Quelques heures plus tard, les résultats sont prêts. Sur la couverture, de nombreuses empreintes. Certaines sont étalées, illisibles. Mais il y en a 3 nettes. Chen les scanne dans le système, lance une comparaison. Première empreinte, Daniel Reed, confirmation grâce aux échantillons prélevés dans sa chambre. Deuxième empreinte, Susan Reed, sa mère. Logique, elle a sûrement touché ses manuels. Troisième empreinte, une personne inconnue. Chen agrandit l'image. L'empreinte est partielle. Seuls 7 points d'identification sont visibles sur les 12 nécessaires pour une correspondance à 100%, mais c'est suffisant pour une recherche dans la base de données. Elle lance une vérification via la FIS, le système automatisé d'identification des empreintes digitales. La base contient des millions d'enregistrements. Tous ceux qui ont été arrêtés, ont travaillé dans des structures gouvernementales, ont déposé des demandes pour certaines licences. Le système travaille pendant 2 heures. Résultat, aucune correspondance trouvée. Cela signifie la personne dont l'empreinte se trouve sur le manuel n'a jamais été arrêtée, n'a pas travaillé dans la police, le FBI, les écoles, les hôpitaux, n'a pas servi dans l'armée, n'a pas subi de vérification d'antécédents pour obtenir une licence d'armes,
un casier judiciaire vierge, ou simplement une personne hors du système. Callahan reçoit le rapport le soir du 27 août. Il étudie toutes les données. Il essaie de reconstituer l'image. Le manuel a été trouvé hors de l'itinéraire principal. Cela signifie que Daniel a soit dévié de son chemin seul, soit qu'on l'a emmené. Le livre gisait dans les buissons, caché ou jeté. Il porte l'empreinte d'une personne inconnue. Callahan avance une théorie. Quelqu'un a intercepté Daniel en rentrant de l'école. Peut-être l'a-t-il attiré. Peut-être a-t-il utilisé la force. Daniel a laissé tomber ou a fait tomber le manuel. Le ravisseur n'a soit pas remarqué, soit n'a pas eu le temps de récupérer le livre. Il l'a jeté dans les buissons et a emmené le garçon. La théorie est logique, mais sans le nom du ravisseur, inutile. Les enquêteurs tentent d'exploiter toutes les pistes possibles. Ils interrogent les habitants d'Elm Street, personne n'a rien vu ce jour-là. Ils vérifient les voitures filmées par les caméras dans ce quartier entre 15h et 16h. Ils trouvent 17 véhicules. Ils vérifient les propriétaires. Tous sont des alibis, tous sont sans reproche. L'empreinte reste la seule piste. Mais sans correspondance dans la base, elle ne mène nulle part. Callahan conserve cette empreinte dans le dossier. Il espère qu'un jour, une correspondance sera trouvée, que la personne qui a laissé cette trace commettra une erreur, se fera prendre pour autre chose, se retrouvera dans la base de données. 1 mois passe, 1 an, 3 ans, 5 ans. L'empreinte ne trouve toujours pas de correspondance. L'affaire est dans une impasse. Elle reste ouverte, mais de fait gelée. Pas de nouvelles pistes, pas de nouveaux témoins. Pas de corps, ce qui signifie qu'on ne peut même pas déclarer Daniel décédé. Jusqu'à cette nuit où il est venu lui-même au commissariat et a donné à Callahan ce que l'agent cherchait depuis 7 ans, des réponses directes. 29 août 2012. 5e jour de l'enquête. Un appel est reçu sur la ligne d'urgence. Une femme se présentant comme Carol Wilson, femme au foyer habitant au 127 Oak Street. Elle dit avoir vu quelque chose d'étrange le jour de la disparition du garçon. L'opérateur transfère l'appel au détective porteur. Celui-ci lance l'enregistrement. Carol raconte. Le 24 août, vers 3 heures de l'après-midi, elle regardait par la fenêtre de la cuisine. Elle a vu une fourgonnette blanche. Elle roulait lentement sur Oak Street, très lentement. Puis elle s'est arrêtée près de l'angle, là où il y a le virage vers Elm Street, la même rue où le manuel a été retrouvé plus tard. Porteur précise. Quelle fourgonnette? La marque? Le numéro? Carole répond, elle n'a pas retenu le numéro, mais la fourgonnette était vieille, blanche, avec une inscription sur le côté. Il lui semble que c'était quelque chose sur la réparation ou la construction. Et aussi, il y avait un homme au volant, seul. Elle n'a pas distingué son visage, mais il était assis et regardait en direction de l'école. Il est resté là environ 3 minutes, peut-être plus. Puis il est parti. Porteur demande « Pourquoi n'a-t-elle pas appelé plus tôt ?» Carole, elle ne pensait pas que c'était important. Elle a pensé qu'un ouvrier attendait quelqu'un. Mais ensuite, elle a vu les nouvelles sur le garçon disparu, et elle s'est souvenue de la fourgonnette. Elle a pensé « Et si c'était lié ?» Porteur la remercie pour son appel. Il note tous les détails. Il transmet l'information à l'agent Callahan. Callahan charge 2 agents de suivre cette piste. Il commence par le plus simple, vérifier toutes les fourgonnettes blanches enregistrées dans le comté. Il filtre par type, commercial, avec des inscriptions sur le côté, liées à la construction ou à la réparation. Il trouve 23 correspondances. Les agents vérifient chaque propriétaire, ils les interrogent, ils demandent des alibis pour le 24 août entre 14h et 16h. 19 propriétaires fournissent des alibis clairs, confirmés par des documents, des reçus, des témoins. 4 ne peuvent pas confirmer leur localisation exacte. L'un d'eux, Ray Dawson, 41 ans, homme à tout faire, vit à la périphérie de Springfield. Il possède une fourgonnette Ford Transit blanche de 2004. Sur le côté, une inscription « Dawson, petite réparation, plomberie, électricité ». Les agents vérifient son casier judiciaire. 2 condamnations. La première, 1998, vol à l'étalage, peine avec sursis. La seconde, 2005,
Agression dans un bar, bagarre, 3 mois de prison ferme. Rien de grave, mais il y a des condamnations. Les agents se rendent chez lui le 30 août, le matin. Ray ouvre la porte. Il a l'air méfiant. Il demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les agents expliquent. Ils enquêtent sur une disparition. Il y a quelques questions à poser. Ils demandent un alibi pour le 24 août. Ray réfléchit. Il dit « Il a travaillé ce jour-là. Il a réparé un robinet chez un client, mais il ne se souvient pas exactement de l'heure. Peut-être le matin, peut-être l'après-midi. » Les agents demandent le nom du client. Ray donne un nom. Madame Garcia. Elle vit à l'autre bout de la ville. Ils s'y rendent. Ils interrogent Madame Garcia. Elle confirme. Ray est venu le 24 août. Il a réparé le robinet de la cuisine. Mais il est arrivé le matin, à 9 heures. Il est parti à 11 heures. Elle en est sûre, parce qu'elle avait un rendez-vous à midi. Elle a regardé l'heure. Cela signifie, Ray était libre après 11 heures. Il aurait pu être sur Oak Street à 3 heures de l'après-midi. Les agents emmènent Ray au commissariat pour un interrogatoire officiel. Il y va volontairement. Refuser serait suspect. Au commissariat, il est interrogé par le détective Porter en présence de l'agent Callahan. L'enregistrement est lancé. Porter demande directement « Où étiez-vous le 24 août entre 14 et 16 heures ?» Ray répond rapidement, effrayé « Après le travail chez Garcia, je suis rentré chez moi. J'ai déjeuné. Puis je suis allé au magasin de bricolage pour des matériaux. J'ai acheté des tuyaux et des raccords. Puis je suis allé à un autre appel. Chez Monsieur Chen, j'ai réparé les toilettes. Je suis arrivé là-bas vers 16 heures. » Porter, avez-vous des reçus du magasin? Ray, probablement, quelque part à la maison. Je ne les garde pas toujours. Porter, étiez-vous sur Oak Street, près de l'école Lincoln? Non, je n'y ai jamais été ce jour-là. Callahan intervient. Un témoin a vu une fourgonnette blanche avec une inscription de réparation sur Oak Street à 3 heures de l'après-midi. Votre fourgonnette est blanche. Elle a une inscription de réparation. Ray se crispe. Ce n'était pas moi. Il y a plein de fourgonnettes blanches. La moitié des hommes à tout faire roulent avec ça. Callahan propose « Vérifions. Donnez vos empreintes digitales volontairement. Si elles ne correspondent pas à la preuve, nous vous laisserons partir. » Ray accepte. Il est conduit à la police scientifique. On lui prend les empreintes des 10 doigts. Elizabeth Chen les compare à l'empreinte trouvée sur le manuel de Daniel. Résultat, aucune correspondance. Aucun des 10 doigts de Ray ne correspond à l'empreinte partielle sur la couverture. Parallèlement, les agents vérifient l'alibi. Ils vont chez M. Chen, celui-ci confirme, Ray est bien venu le 24 août vers 4 heures de l'après-midi, il a réparé les toilettes, il a travaillé jusqu'à 6 heures du soir. Il y a un reçu. Il vérifie le magasin de bricolage. Il demande les enregistrements des transactions du 24 août. Il trouve un achat au nom de Ray Dawson. Heure, 14h27. Il a acheté des tuyaux, des raccords, du mastic. Il a payé en espèces. Les caméras du magasin confirment. C'est bien lui. À 14h27, Ray était au magasin à 5 km d'Oak Street. À 15h04, quand Daniel est sorti de l'école, il ne pouvait physiquement pas être à proximité. L'alibi est en béton. Callahan relâche Ray le soir même. Il lui présente des excuses formelles pour le dérangement. La piste de la fourgonnette ne fonctionne pas. Soit la témoin s'est trompée sur l'heure, soit elle a vu une autre fourgonnette, soit la fourgonnette n'a aucun lien avec l'affaire. L'enquête revient au point de départ. 0 suspect. Une seule preuve. Une empreinte digitale sans correspondance. Aucune piste viable. Septembre 2012 passe à octobre. Octobre à novembre. Les recherches actives sont réduites. Il ne reste qu'un mode de veille. Vérification des appels entrants, traitement des rares pistes. Callahan continue de gérer l'affaire. Il vérifie personnellement chaque renseignement. La première année, il en reçoit 117. Quelqu'un a vu un garçon ressemblant à Daniel dans un centre commercial. Quelqu'un d'autre dans une station-service à 3 états de là. Quelqu'un est sûr de l'avoir reconnu sur une aire de jeu. À chaque fois, les agents se déplacent, vérifient. À chaque fois, une fausse alerte. La deuxième année, moins d'appels. 43. La troisième, 21. La quatrième,
12. Les gens oublient. Non par cruauté. Le temps fonctionne ainsi. De nouvelles affaires, de nouvelles tragédies. La mémoire s'efface. Mais les parents n'oublient pas. 24 août 2013. Premier anniversaire de la disparition. Mark et Susan Reed organisent une conférence de presse devant le commissariat. La télévision locale vient, quelques journalistes, une petite foule d'habitants. Susan lit une déclaration. Sa voix tremble. Elle dit « Leur fils est toujours quelque part. Ils croient qu'il est vivant. Ils demandent à quiconque ayant la moindre information d'appeler. Ils promettent de ne pas poser de questions. Ils veulent juste le ramener à la maison. » La caméra filme leur visage. Mark se tient à côté, tenant une photo de Daniel. Susan pleure. Le reportage passe aux nouvelles du soir. Le lendemain, 3 appels sont reçus. Tous les 3. Faux. 24 août 2014. Deuxième anniversaire. Encore une conférence de presse. Moins de journalistes, moins de spectateurs. Le reportage aux nouvelles est plus court. 2 minutes au lieu de 5. 24 août 2015. Troisième anniversaire. La conférence de presse est annulée. La télévision refuse de venir. Ils disent « Le sujet de l'actualité est dépassé ». Mark et Susan se tiennent devant le commissariat, seuls. Ils tiennent une affiche avec la photo de leur fils. Des gens passent. La plupart n'y prêtent pas attention. Dans les archives du commissariat, le dossier de Daniel Reed occupe toute une étagère. 23 chemises, procès-verbaux d'interrogatoire, rapports d'experts, photos, cartes, liste des personnes vérifiées. 847 personnes. Chacun vérifié, chacun exclu. Des affiches avec la photo de Daniel sont accrochées au commissariat, sur les panneaux d'information, aux arrêts de bus, dans les centres commerciaux. Le temps fait son œuvre. Les couleurs s'estompent, le papier jaunit, les bords se plient. Quelqu'un les arrache, quelqu'un les recouvre de publicité. En 2016, l'affaire est officiellement classée dans la catégorie des froides. Cela ne signifie pas qu'elle est close. Cela signifie simplement que l'enquête active est épuisée. Toutes les pistes ont été exploitées, toutes les versions vérifiées. Il ne reste plus qu'à attendre. Attendre que quelqu'un appelle, ou qu'une nouvelle information apparaisse, ou qu'on retrouve des restes. Callahan déplace le dossier dans une armoire séparée. D'autres affaires froides s'y trouvent déjà. Meurtres non résolus, disparitions. Certaines affaires ont 10 ans, 20 ans. Certaines ne seront jamais résolues. Mais Callahan ne retire pas la photo de Daniel de son bureau. Il la garde à côté de son écran. Chaque jour, il voit ce visage. Un garçon de 7 ans lui sourit sur la photo. Chaque jour, l'agent se demande « Où est-il maintenant ? Est-il vivant ? Souffre-t-il ? Se souvient-il de ses parents ? Attend-il de l'aide ?» Callahan se promet. Il n'abandonnera pas cette affaire. Il vérifiera les bases de données. Il surveillera les cas similaires dans d'autres États. Il attendra la moindre percée. Mark et Susan Reed continuent de vivre. Mais leur vie a changé. La chambre de Daniel reste intacte. Le lit est fait, les jouets sur les étagères, les manuels sur la table. Sauf un, celui qu'on a trouvé dans les buissons. Chaque soir, Susan y entre, s'assied au bord du lit. Parfois elle pleure, parfois elle reste juste assise. Mark quitte son travail à la banque en 2015. Il n'y arrive pas. Dépression. Il commence à boire. Susan essaie de maintenir la famille unie. Ils consultent un psychologue. Ils essaient de se soutenir mutuellement, mais chaque anniversaire rouvre les plaies. En 2019, 7 ans se sont écoulés. Daniel devrait avoir 14 ans, s'il est vivant, s'il peut même être retrouvé. Callahan a résolu 23 autres affaires à ce moment-là. Il a élucidé des crimes, fait emprisonner des criminels, a obtenu une promotion,
Mais l'affaire Daniel Reed reste son échec personnel, la seule chose qu'il n'a pas pu résoudre de toute sa carrière. Et voici que le 13 octobre 2019, 5 minutes avant minuit, 2 personnes entrent au commissariat. Le sergent de service vérifie le nom dans la base, et tout change. 7 ans d'une affaire froide s'animent soudainement. Callahan obtient ce qu'il n'espérait plus, un témoin vivant, Daniel lui-même, celui qui peut tout raconter, celui qui peut donner le nom du ravisseur, indiquer l'endroit où il a été retenu, expliquer comment il a survécu 7 ans. Daniel est assis dans la salle d'interrogatoire. Callahan en face. Le dictaphone est allumé. Et l'agent est prêt à entendre la vérité. Callahan ne commence pas l'interrogatoire tout de suite. Il appelle une spécialiste, le docteur Emily Harris, psychologue judiciaire qui travaille avec la police de Springfield depuis 12 ans. Elle est spécialisée dans les affaires impliquant des témoins et victimes mineures. Elle sait comment parler à ceux qui ont subi un traumatisme. Le docteur Harris arrive au commissariat vers 1h du matin. Elle entre dans la salle d'interrogatoire. Elle s'assied à côté de Daniel, pas en face. C'est un détail important. Cela supprime le sentiment de confrontation. Elle parle doucement. « Daniel, je m'appelle Emily. Je suis là pour t'aider. Tu es en sécurité. Personne ne te fera de mal. Peux-tu raconter ce qui s'est passé ?» Daniel la regarde, reste silencieux quelques secondes, puis dit doucement « Je me suis échappé. » Harris hoche la tête. « Je comprends. D'où t'es-tu échappé ?» Daniel. « De la maison. » Harris. « De quelle maison ?» Daniel. « Là où je vivais, avec papa. » Callahan, assis dans un coin de la pièce, se tend. Il prend une note dans son carnet. Mark Reed, le père biologique de Daniel, est en route pour le commissariat. Il a été appelé dès que le garçon a été identifié. Mais Daniel dit « papa » comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Harris poursuit avec prudence. « Parle-moi de papa. Comment s'appelle-t-il » Daniel. « Mark ?» Callahan note. Le nom correspond au père biologique, mais l'intonation n'est pas la bonne. Daniel parle de manière détachée, sans émotion. Harris. « Mark, c'est celui qui t'a enlevé il y a 7 ans ?» Daniel hoche la tête. « Et où est ta maman ?» Je ne sais pas. Papa disait qu'il m'avait abandonné, que je ne leur étais pas utile, que lui seul s'occupait de moi. Callahan note textuellement. C'est une tactique classique des ravisseurs. Isoler la victime psychologiquement, détruire le lien avec le passé, remplacer la réalité. Où avez-vous vécu ces 7 ans ? Partout. Nous déménagions souvent, tous les quelques mois. Parfois nous vivions dans des caravanes, parfois dans des maisons louées, parfois dans des motels. Pourquoi déménagiez-vous ? Daniel. Papa disait que c'était plus sûr. Que les gens me cherchaient, que si on nous trouvait, on me prendrait, on me mettrait dans un orphelinat, que là-bas c'était mauvais. Callahan comprend. Le ravisseur changeait constamment de lieu pour éviter d'être découvert. Stratégie classique. Ne pas rester longtemps au même endroit, ne pas attirer l'attention des voisins, ne pas laisser le garçon établir des liens avec le monde extérieur. Harris. Tu allais à l'école ? Daniel secoue la tête. Non, papa m'apprenait à la maison. Il disait que l'école était dangereuse, qu'on y posait des questions, qu'on pouvait y découvrir qui j'étais. Harris. Tu avais des amis ? Daniel. Non, papa disait que les amis étaient un risque, qu'ils pouvaient raconter des choses à quelqu'un, qu'on ne pouvait faire confiance à personne. Isolation totale. Signe classique d'une rétention prolongée. Harris change de sujet. Parle-moi d'Ethan, le garçon que tu as amené avec toi. Daniel. Ethan est arrivé il y a 2 ans. Papa l'a amené. Il a dit que c'était mon frère, qu'il avait aussi été abandonné par ses parents, que nous étions maintenant une famille. Callahan prend une note. Il y a 2 ans correspond à la date de disparition d'Ethan Collins, février 2017. Ethan avait alors moins de 3 ans.
Il en a 5 maintenant. Comment te sentais-tu envers Ethan? Daniel montre une émotion pour la première fois. Sa voix tremble. Oui, il est petit, il ne comprend rien. Il pleurait sa maman. Je lui disais que tout irait bien, que nous étions ensemble. Callahan note. Daniel a endossé le rôle de tuteur pour Ethan. Cela explique pourquoi il ne s'est pas échappé plus tôt. Le sens des responsabilités. La peur de laisser le plus jeune seul. Pourquoi as-tu décidé de t'échapper maintenant? Daniel reste longtemps silencieux. Puis il dit « Papa est devenu étrange ces dernières semaines. Il était nerveux, il criait. Il disait que tout était gâché, qu'il fallait déménager à nouveau. J'ai eu peur. J'ai pensé, si nous déménageons encore, je ne pourrai pas m'échapper. Je ne pourrai pas prendre Ethan. Comment t'es-tu échappé? Daniel, papa est parti au travail le matin. Il nous a laissés seuls. D'habitude, il fermait la porte à clé de l'extérieur, mais cette fois, il a oublié. Ouh, il n'a pas eu le temps. J'ai attendu 1 heure. Je me suis assuré qu'il ne reviendrait pas. J'ai pris Ethan par la main. Nous sommes sortis. Nous avons marché. Longtemps. Plusieurs heures. J'ai demandé mon chemin. J'ai cherché un commissariat. Callahan précise. Te souviens-tu de l'adresse d'où tu t'es échappé? Daniel. Non, il n'y avait pas d'adresse. Une caravane dans la forêt, loin de la ville. Mais je peux montrer le chemin. J'ai retenu les points de repère. Harris termine l'interrogatoire préliminaire. Elle sort de la pièce avec Callahan. Dans le couloir, elle dit doucement « Cas classique de syndrome de Stockholm. Il appelle le ravisseur papa, le protège, croit à la réalité créée. Le ravisseur a utilisé la manipulation psychologique. Il a détruit le lien avec le passé, s'est substitué à une figure parentale, a inculqué l'idée que ses parents biologiques l'avaient abandonné. 7 ans de lavage de cerveau, depuis l'âge de 7 ans. Callahan comprend l'ampleur du problème. Ce n'est pas juste un enlèvement, c'est une substitution d'identité, la destruction du passé, la création d'une nouvelle réalité dans l'esprit de la victime. Mais il y a le principal, le nom. Marc. Le ravisseur se fait appeler Marc. Maintenant, la tâche de la police est de le retrouver. De le retrouver avant qu'il ne découvre que Daniel et Ethan se sont échappés, avant qu'ils ne disparaissent pour toujours. Callahan retourne dans la salle d'interrogatoire. Heure, 2 heures du matin. Daniel a l'air fatigué, mais il tient le coup. L'agent comprend, il faut agir vite, chaque minute compte. Le ravisseur pourrait retourner à la caravane, découvrir la disparition et partir pour toujours. Callahan s'assied en face de Daniel. Il dit calmement « J'ai besoin de ton aide. Nous devons trouver l'endroit d'où tu t'es échappé. Plus tu te souviendras de détails, plus vite nous trouverons cet homme. » Daniel hoche la tête. Callahan « Tu as dit que vous viviez dans une caravane dans la forêt, loin de la ville. Mais tu as marché jusqu'au commissariat. Combien de temps as-tu marché ?» Daniel « Longtemps. Nous sommes partis le matin. Vers 9 heures peut-être. Nous sommes arrivés ici presque à minuit. Mais nous marchions lentement. Ethan est petit. Nous nous arrêtions pour nous reposer. Je ne savais pas exactement où aller. » J'ai demandé aux gens. Callahan calcule. 15 heures de marche avec des arrêts. Compte tenu de la vitesse, peut-être 20 à 25 km à vol d'oiseau. Mais ils ont certainement zigzagué. Callahan, parle-moi de l'endroit. Qui avait-il près de la caravane? Daniel, la forêt. Beaucoup d'arbres. La caravane était seule. Il n'y avait pas d'autre maison à côté. Une route en terre. Papa disait que c'était bien. Personne ne vient. Personne ne voit. Callahan, et les magasins? Tu sortais quelque part? Daniel, parfois. Papa m'envoyait au magasin. 3 kilomètres à pied sur la route. Il me donnait de l'argent et une liste. Il disait « Achète le moins cher. Des conserves, du pain, du lait. » Callahan se tend. « Quel magasin? Tu te souviens du nom ?» Daniel réfléchit, ferme les yeux, se souvient. Il y avait une enseigne, grande, rouge. Le nom Quick Stop, exact, Quick Stop. Callahan note.
Quick Stop. C'est une chaîne de magasins ouverts 24 heures sur 24. Bon marché, généralement en périphérie ou le long des routes. Il y en a des dizaines dans l'État du Missouri. Callahan, tu te souviens de quelque chose d'autre à propos de ce magasin? Qu'y avait-il à côté? Il y avait une station-service, à côté. Et aussi un panneau routier, avec un numéro d'autoroute. Je ne me souviens pas du numéro, mais le panneau était bleu. Callahan sort de la pièce. Il appelle le détective Porter. Il déploie une carte du comté sur la table. Porter ouvre la base de données des entreprises. Il entre Quick Stop, comté de Greene. Résultat, 11 magasins. Callahan ajoute un filtre près d'une station-service. La liste est réduite à 7. Porter ajoute un autre filtre près d'une autoroute. Il reste 4 magasins. Callahan regarde la carte. Il dit « Daniel a dit 3 km à pied de la caravane au magasin. Donc le rayon de recherche est de 3 km autour de chacun de ces 4 quick-stop. » Porter ouvre les images satellites. Ils étudient la zone autour de chaque magasin. Ils cherchent des parcs à caravanes. Ils cherchent des caravanes isolées dans la forêt. Ils cherchent des routes en terre. Le premier quick-stop, au nord du comté, à côté de zones résidentielles, pas de zones forestières isolées. Le second, à l'est, à côté de fermes, terrain découvert. Ne convient pas. Le troisième, à l'ouest, près de l'autoroute, à côté d'une forêt. Porter zoome sur l'image. Il voit une route en terre s'enfonçant dans la forêt. Il la suit du regard. Là, au fond, il y a quelque chose. Un petit point lumineux. Il pourrait s'agir d'une caravane. Callahan. C'est ça. Coordonnées. Porter note. 37 18 42 degrés de latitude nord, 93 31 56 degrés de longitude ouest. Il retourne voir Daniel. Il lui montre l'image satellite sur la tablette. Callahan, cela pourrait être cet endroit? Daniel regarde. Il reconnaît la configuration de la route. Il hoche la tête. Ça ressemble, oui. Il y avait un virage, ici, et la route allait tout droit, la caravane au bout. Callahan transmet les coordonnées à l'officier de permanence. Celui-ci contacte les services de patrouille. Une équipe est formée. 6 officiers, 2 détectives, un agent du FBI, tous armés, tous en gilet pare-balles. Heure, 2h47. Objectif, établir une surveillance, ne pas entrer immédiatement, vérifier si quelqu'un est dans la caravane. Si le ravisseur est là, l'arrêter. Si la caravane est vide, la fouiller, chercher des preuves, attendre le retour. L'équipe part 10 minutes plus tard. 3 voitures banalisées. Elles avancent, sans sirène, sans gyrophare. Callahan reste au commissariat. Il maintient la liaison radio avec l'équipe. Il écoute les rapports toutes les 5 minutes. 3h15, l'équipe approche du quick-stop. 3h22, ils ont trouvé le virage sur la route en terre. Ils roulent lentement, sans phare. 3h35, ils aperçoivent la caravane. Les lumières intérieures sont éteintes. Il fait sombre à l'extérieur. Une voiture, un vieux pick-up, est garée à côté. Le commandant de groupe, l'officier John Riley, rapporte par radio. Cible en place, véhicule présent, sujet potentiellement à l'intérieur, demande d'autorisation d'approche. Callahan réfléchit une seconde. Il dit « Autorisé, encerclez le périmètre, maintenez le silence. Si le sujet tente de quitter la caravane, interpellation. » Les officiers sortent des voitures, sans bruit. Ils se répartissent aux positions. Ils encerclent la caravane des 4 côtés. 2 devant la porte d'entrée, 2 à l'arrière, 2 sur les côtés. Riley donne l'ordre. Prêt, à 3. Et à ce moment-là, la lumière s'allume à l'intérieur de la caravane. Pendant que le groupe d'officiers se prépare à l'assaut de la caravane, au poste, le docteur Emily Harris travaille sur le profil de l'agresseur. Elle est assise dans le bureau de Callahan, devant elle les enregistrements de l'interrogatoire de Daniel, ses propres notes, de la littérature psychologique. Harris rédige un rapport. Callahan a besoin de réponses. Qui est cet homme? Ce qu'il veut? Comment il réagira lors de l'arrestation? Va-t-il résister? Représente-t-il une menace? Elle écrit.
Sujet. Homme. Se fait appeler Marc. Âge présumé 35-50 ans. Profil. Cas classique de syndrome du sauveur avec des éléments de structure familiale substitutive. Motivation. Le sujet n'a pas de motivation sexuelle. Les témoignages de Daniel ne contiennent aucune indication de violence physique ou sexuelle. Le sujet a créé une illusion de famille. S'est appelé père, a inculqué aux victimes que leurs parents biologiques les avaient abandonnés. S'est positionné comme le seul à prendre soin d'eux. Cela indique un profond traumatisme psychologique dans la propre enfance du sujet. Il a probablement été lui-même abandonné par ses parents. Il a peut-être été élevé en orphelinat ou dans des familles d'accueil. Il a souffert d'un manque d'amour et d'attachement. À l'âge adulte, il tente de compenser ce traumatisme en créant sa propre famille idéale, par la force. Harris fait une pause. Elle relit le témoignage de Daniel. Un fragment est particulièrement important. Papa travaillait beaucoup. Il partait toute la journée, parfois plusieurs jours. Elle ajoute au rapport « Le sujet mène une double vie. D'un côté, une personne ordinaire qui travaille, interagit avec la société, a l'air normal. De l'autre, un ravisseur qui retient 2 victimes en isolement. Cela demande un haut niveau de maîtrise de soi et de planification. Le sujet n'est pas impulsif. Il agit méthodiquement. Il choisit des victimes d'un certain profil, des jeunes garçons, probablement ressemblant à lui-même enfant. Il crée un système de dépendance psychologique plutôt qu'une rétention physique. Il utilise la manipulation, le mensonge, l'isolement. Détail important, le sujet permettait à Daniel d'aller au magasin. Cela témoigne du degré de contrôle. Il était sûr que Daniel ne s'échapperait pas, ne dirait rien à personne. Sûr que le traitement psychologique avait fonctionné. Harris passe à la prédiction de comportement. Lors de l'arrestation, le sujet ne sera probablement pas physiquement agressif. Le type de personnalité ne suggère pas une propension à la résistance violente. Une réaction de désorientation et de déni est plus probable. Le sujet vit dans une réalité qu'il a créée, où il est un père bienveillant, souvent des personnes abandonnées. L'arrestation détruira cette réalité. Réaction attendue, choc, tentative de justifier ses actions, je les aidais, je leur donnais un foyer, incompréhension de pourquoi ces actions sont interprétées comme un crime. Une réaction dépressive est possible lors de la prise de conscience de l'ampleur de ces actes. Le risque de pensée suicidaire est élevé. Une surveillance psychiatrique est recommandée dès l'arrestation. Elle ajoute des recommandations pour l'interrogatoire. Lors de l'interrogatoire, ne pas utiliser de tactiques agressives. Le sujet ne réagit pas à la pression. Il se fermera, se repliera. Il est plus efficace de créer une illusion de compréhension. Le laisser parler, écouter. Il voudra expliquer ses motivations, justifier ses actions. C'est à ce moment que vous obtiendrez des aveux. Phrase clé pour l'interrogatoire, vous vouliez les aider, vous leur avez donné ce qu'ils n'avaient pas, vous vous êtes occupé d'eux. Cela ouvre le dialogue. Le sujet aura le sentiment d'être compris, il commencera à partager des détails. Harris termine son rapport par un avertissement. Il est crucial de vérifier s'il y a d'autres victimes. Le sujet a retenu Daniel pendant 7 ans, Ethan pendant 2 ans et demi. L'écart de temps est de 4 ans et demi. Il est possible qu'il y en ait eu d'autres entre eux. Il est possible qu'il y en ait encore maintenant, dans d'autres lieux. Le sujet déménageait constamment. Il a peut-être retenu des victimes à différents endroits. Il est nécessaire de vérifier toutes les adresses où il a vécu au cours des 10 dernières années. Vérifier si ces lieux correspondent à d'autres cas de disparition non résolus. Elle imprime le rapport, le remet à Callahan. Celui-ci le lit rapidement, en diagonale, hoche la tête. Transmet par radio au commandant du groupe près de la caravane, le sujet ne devrait probablement pas résister physiquement, mais soyez prêt à une réaction imprévisible. Agissez selon le protocole standard. La priorité est la sécurité des officiers. Riley confirme la réception. Les officiers près de la porte d'entrée sont prêts. Des bruits se font entendre à l'intérieur de la caravane.
Quelqu'un marche, ouvre des placards, cherche quelque chose. Callahan comprend. Le ravisseur a découvert la disparition. Maintenant, il panique ou se prépare à fuir. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut agir. Il donne l'ordre par radio. Entrez, maintenant. L'officier Riley défonce la porte de la caravane d'un seul coup de bélier. Le bois craque, la porte s'ouvre en grand. 4 officiers se ruent à l'intérieur en criant « Police, mains en l'air, au sol !» À l'intérieur, un homme, la quarantaine, taille moyenne, cheveux foncés, barbe de 3 jours, vêtu de vêtements de travail, jean, chemise à carreaux. Il est debout au milieu de la pièce, un placard ouvert derrière lui. Dans ses mains, un sac de choses. Il voit la police, lâche le sac, lève les mains. Crie. Ne tirez pas, je n'ai rien fait. Les officiers le plaquent au sol, lui passent les menottes, le fouillent rapidement. Pas d'armes. Riley rapporte par radio. Sujet interpellé, n'a pas opposé de résistance. Nous inspectons les lieux. Callahan écoute au commissariat. Il demande « Identité établie ?» Riley vérifie les poches du détenu, trouve un permis de conduire, lit à haute voix « Thomas Edwards, 43 ans ». Callahan fronce les sourcils. « Thomas Edwards, pas Mark ». Riley poursuit « Nous inspectons la caravane. Une pièce combinée avec la cuisine, une petite chambre à l'arrière, toilette. Aucun signe de présence d'autres personnes. Aucune affaire personnelle à part celle du détenu. » Callahan comprend, ce n'est pas le bon endroit, ou pas la bonne personne. Il donne l'ordre. Amenez-le au commissariat, immédiatement. Les officiers relèvent Edwards, le font monter dans la voiture, l'emmènent à Springfield. En chemin, Edwards reste silencieux, nerveux. Il transpire. À l'arrivée au commissariat, il est déjà 4 heures du matin. Edwards est conduit dans la salle d'interrogatoire. Il est assis. On lui retire les menottes, protocole pour l'interrogatoire d'un témoin, pas d'un suspect. Callahan entre, s'assied en face, allume l'enregistrement, nomme la date, l'heure, les noms. Callahan regarde Edwards. Il dit directement « Thomas, expliquez ce que vous faisiez dans la caravane au milieu de la nuit. » Edwards parle vite, effrayé. « J'y habite, je loue cette caravane, depuis 4 mois déjà. J'ai un contrat, je peux le montrer. » Callahan. « Vous louez à qui ?» Edwards. « Au propriétaire, il s'appelle Mark Johnson. » Callahan note. Mark Johnson, le nom complet, la première fois de toute l'enquête. Callahan. « Où est Mark maintenant ?» Edwards. « Je ne sais pas, il a déménagé il y a 1 mois. Il a dit qu'il déménageait. Il m'a proposé de rester, il m'a loué la caravane. Je le paie en espèces. Nous nous rencontrons 1 fois par mois, je lui donne l'argent. » Callahan. « Pourquoi rangiez-vous vos affaires la nuit ?» Edwards. « Je travaille sur un chantier, des quarts de 12 heures. Aujourd'hui, j'ai fini tard. Je suis rentré chez moi. J'ai décidé qu'il était temps de déménager. La caravane est vieille, il fait froid. » J'ai commencé à faire mes affaires. Puis vous avez fait irruption. Callahan. Saviez-vous que 2 mineurs vivaient dans cette caravane? Edwards secoue la tête. Non, je le jure. Quand j'ai emménagé, la caravane était vide. Mark a dit qu'il vivait seul ici. Je n'ai vu personne. Callahan. Décrivez Mark. À quoi ressemble-t-il? Edwards. Un homme blanc, environ 45 ans peut-être. Grand, 1,85 m environ. Mince, cheveux courts et foncés, un peu gris. Il porte des lunettes. Il parle doucement, calme. Que fait-il? Où travaille-t-il? Edwards réfléchit. Il disait qu'il travaillait comme portier de nuit, dans un hôtel. Je ne me souviens plus du nom, mais il disait « Il travaille la nuit, donc il dort le jour. Je le voyais rarement, seulement quand je lui donnais l'argent. » Callahan. Savez-vous où il habite maintenant? Edwards. Non, mais j'ai son numéro de téléphone. Nous nous appelons quand nous devons nous rencontrer. Callahan. Donnez le numéro. Edwards sort son téléphone, ouvre les contacts, dicte le numéro. Callahan note. Callahan transmet les numéros au technicien du poste. Celui-ci commence le traçage, vérifie l'opérateur, demande les données du propriétaire, demande la dernière activité, appel, message, emplacement des antennes. Les résultats arrivent 20 minutes plus tard.
Le numéro est enregistré sur une carte SIM prépayée, achetée sans pièce d'identité. Impossible d'identifier directement le propriétaire, mais il y a des données sur la dernière activité. Dernier appel, aujourd'hui 13 octobre à 23h47. Un appel entrant du numéro de l'hôtel Riverside Inn au centre-ville de Springfield. Durée 3 minutes. Le spécialiste vérifie les coordonnées de l'antenne qui a servi le téléphone de Mark au moment de l'appel. L'antenne est située à 2 pâtés de maison de l'hôtel Riverside Inn. Callahan comprend. Mark y travaille, en ce moment même, le quart de nuit, de 23h à 7h du matin. Il vérifie l'heure, 4h35. Mark est toujours au travail. Encore 2h30 avant la fin de son quart. Callahan prend le téléphone, appelle l'hôtel Riverside Inn. Une voix masculine répond « Hôtel Riverside Inn, portier de nuit, comment puis-je vous aider ?» C'est un officier de police de Springfield. Dites-moi, comment s'appelle le portier de nuit qui est de service en ce moment? La voix. C'est moi. Je m'appelle Mark. Callahan coupe le son de son côté, se tourne vers le détective Porter, dit doucement « Il est là, en ce moment même ». Porter compose déjà le numéro des services de patrouille. Il forme une nouvelle équipe d'intervention. Adresse Hôtel Riverside Inn, 428 Main Street, centre de Springfield. Cible Mark Johnson, suspect d'enlèvement de 2 mineurs. Agir immédiatement. Tandis que les voitures de patrouille se précipitent vers l'hôtel Riverside Inn, au commissariat, le technicien lance une vérification complète de l'identité de Mark Johnson. Il entre le nom dans la base de données, il attend les résultats. Mark Johnson, date de naissance 17 mars 1974, 45 ans, lieu de naissance Kansas City, Missouri, casier judiciaire adulte, vierge, aucune arrestation, aucune condamnation, aucune infraction, pas même d'amende de stationnement. Officiellement employé à l'hôtel Riverside Inn depuis janvier 2015, 4 ans et demi. Avant cela, il a travaillé dans d'autres hôtels. Toujours comme portier de nuit. Toujours des quarts de travail solitaires. Historique de crédit minimal. Une seule carte bancaire. Aucun crédit. Aucun achat important. Il loue son logement. N'a jamais été propriétaire. Sa voiture est enregistrée à son nom. Un vieux pick-up Ford de 2003. Sur le papier, un homme ordinaire. Silencieux. Respectueux de la loi. Invisible. Mais Callahan sait. Les criminels les plus dangereux sont précisément ceux-là. Ceux qui n'attirent pas l'attention. Ceux qui vivent à la périphérie de la société. Ceux qui n'ont pas de liens étroits, pas de cercle social, pas de témoins. Callahan donne l'ordre. Vérifiez son enfance, les archives juvéniles, les dossiers scellés, les registres scolaires, tout ce que vous trouverez. Le spécialiste demande l'accès aux archives scellées. Pour cela, une autorisation judiciaire est nécessaire. Mais dans les cas d'urgence, lors d'une enquête active d'un enlèvement, l'accès est accordé immédiatement. 30 minutes plus tard, les dossiers arrivent. Mark Johnson est né à Kansas City en 1974. Mère, Jennifer Johnson, 19 ans, serveuse. Père inconnu. Le nom n'est pas indiqué sur l'acte de naissance. Les 3 premières années de sa vie, Mark vit avec sa mère, puis elle disparaît. Littéralement disparaît. En 1977, les voisins signalent aux services sociaux « Un garçon de 3 ans est seul dans l'appartement depuis 3 jours. Il pleure. Affamé. » Les services sociaux le prennent en charge. La mère n'est jamais retrouvée. L'affaire est classée 1 an plus tard. On suppose qu'elle est partie ou décédée. Personne ne sait. Mark est placé dans le système des familles d'accueil. Première famille, Robert et Mary Henderson, un couple d'une 50aine d'années, une ferme à la campagne. Mark y vit 2 ans. En 1979, il est ramené au service. La raison indiquée dans le rapport, conditions de vie inappropriées. Les détails sont scellés, mais le code indique des mauvais traitements. Deuxième famille, John et Suzanne Miller, un appartement en ville. Mark y vit 1 an. En 1980, il est de nouveau renvoyé au service. Raison, incompatibilité. Cela signifie que les parents d'accueil ont refusé de le garder. Ils l'ont simplement rendu. Troisième famille, David et Linda Carter. Mark y vit 3 ans. De 6 à 9 ans. C'est la période la plus longue. Mais en 1983, David Carter est arrêté.
Accusation, cruauté envers les enfants. Linda Carter témoigne contre son mari. Il battait le garçon d'accueil. Régulièrement, pour les moindres erreurs, pour son mauvais comportement, parce qu'il lui rappelait quelqu'un. Mark est à nouveau retiré. Maintenant, il est dans une maison de groupe, une institution pour ceux qui ne sont pas pris en charge par des familles d'accueil. Il y vit jusqu'à 16 ans. Les rapports des psychologues notent « silencieux, renfermé, évite le contact, problème d'attachement, ne fait pas confiance aux adultes ». À 16 ans, Mark quitte le système. Il devient légalement indépendant, loue une chambre, travaille sur un chantier, puis fait la plonge dans des restaurants, puis devient portier de nuit dans un motel bon marché. Ensuite, le silence. 25 ans d'une vie tranquille et discrète. Travail, logement loué, pas d'amis, pas de relations. Aucune trace. Jusqu'en 2012, jusqu'au moment où il enlève Daniel Reed, 7 ans. Callahan lit ses dossiers, il voit l'image complète. Mark Johnson, une victime du système, abandonné par sa mère, vendu d'une famille à l'autre comme un objet, battu, rejeté. N'a jamais eu de vraie maison, n'a jamais su ce qu'était l'amour ou l'affection. Et maintenant, il reproduit ce traumatisme, mais sous une forme inversée. Il devient ce qu'il n'a jamais eu, un père. Il prend ceux qui lui ressemblent enfants, des jeunes garçons vulnérables, perdus. Il crée pour eux une famille. Il leur dit que leurs parents biologiques les ont abandonnés, parce que lui-même a été abandonné. Le profil psychologique du docteur Harris s'est avéré exact. Mark n'est pas un monstre au sens classique du terme. C'est un homme profondément traumatisé qui tente de se guérir en contrôlant les autres. Il essaie de créer l'enfance idéale qu'il n'a jamais eue, mais il le fait par le biais du crime. Callahan referme le dossier. Il regarde sa montre. 05:10. L'équipe d'intervention devrait être à l'hôtel dans quelques minutes. Ils vont arrêter Mark Johnson maintenant. Ils vont clore l'affaire ouverte il y a 7 ans. Ils vont rendre Daniel Reed à ses parents. Ils vont sauver Ethan Collins. Mais Callahan comprend. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le début d'un long processus, interrogatoire, perquisition, vérification. Il faut déterminer s'il y a eu d'autres victimes. Il faut vérifier tous les endroits où Mark a vécu ces dernières années. Il faut retrouver toutes les personnes qu'il a pu enlever. Et, le plus important, il faut comprendre comment empêcher l'apparition d'un prochain Mark Johnson. Comment aider ceux qui ont connu la même enfance à ne pas devenir des ravisseurs. 5h28. 3 voitures de patrouille s'arrêtent devant l'hôtel Riverside Inn. 6 officiers ressortent. 2 restent à l'extérieur, bloquant les sorties. 4 entrent dans le hall. Derrière le comptoir de la réception, un homme est assis. Grand, mince, les cheveux foncés grisonnants, des lunettes à monture fine. Il tape quelque chose sur l'ordinateur. Il lève les yeux, voit la police. Il s'immobilise. Le détective Porter s'approche du comptoir. Une caméra corporelle sur sa poitrine enregistre tout. Porter dit « Mark Johnson ?» L'homme hoche la tête lentement. D'une voix basse « Oui, c'est moi. » Porter, vous êtes arrêté pour suspicion d'enlèvement. Main sur le comptoir, lentement. Mark ne résiste pas. Il pose ses mains sur le comptoir. Il regarde le détective. Dans ses yeux, pas de peur, de la confusion. De l'incompréhension. Les officiers contournent le comptoir. Ils lui passent les menottes. Mark demande doucement. « Que se passe-t-il ? Je n'ai rien fait. » Porter, vous aurez l'occasion de vous expliquer au poste. Mark est conduit hors de l'hôtel. On le fait monter dans une voiture. On l'emmène au poste de police de Springfield. En chemin, il reste silencieux. Il regarde par la fenêtre. Son visage est calme. Trop calme. 5h50. Mark est conduit dans la salle d'interrogatoire, la même où Daniel s'était assis quelques heures plus tôt. On fait asseoir Mark sur une chaise, on lui retire les menottes. On le laisse seul pendant 10 minutes.
une tactique standard pour laisser la personne réfléchir, s'inquiéter. Mais quand Callahan entre dans la pièce, Mark est assis calmement, les mains jointes sur la table, la respiration régulière. Il regarde l'agent sans émotion. Callahan s'assied en face, il allume le dictaphone. Il nomme la date, l'heure, les noms des personnes présentes, il lit les droits Miranda, droit de garder le silence, droit à un avocat. Mark écoute, il signe le formulaire de renonciation à un avocat, il dit « Je n'ai rien à cacher ». Callahan pose une photo sur la table. Une photo d'école de Daniel Reed. Un garçon de 7 ans, souriant à l'appareil. Vous connaissez cette personne ? Mark regarde la photo. Il hoche la tête. D'une voix basse mais ferme. Oui, c'est mon fils. Callahan. Votre fils ? Oui. Comment s'appelle-t-il ? Daniel. Daniel Johnson ? Mark hoche la tête. Oui. Callahan sort un deuxième document. Il le pose sur la table à côté de la photo. C'est un certificat de naissance, imprimé sur un formulaire officiel de l'État du Missouri. Nom, Daniel Johnson. Date de naissance, 12 juillet 2005. Nom du père, Mark Johnson. Nom de la mère, non spécifié. Mark pointe le document. Voilà, vous voyez ? C'est mon fils. Je suis son père. Callahan examine le certificat. Faux. Une contrefaçon de qualité, le bon papier, les bons timbres, mais le numéro du document n'existe pas dans la base de données. Callahan l'avait déjà vérifié. Où est la mère de Daniel ? Elle est partie, quand il avait 2 ans. Elle nous a abandonnés. Je l'ai élevé seul. Où avez-vous vécu toutes ces années ? Nous déménagions. Je travaille où je peux. Portier de nuit, c'est un travail comme ça. Parfois 1 mois ici, 1 mois là. Daniel et moi y étions habitués. Et Ethan ? Qui est Ethan ? Mon 2e fils. Sa mère l'a aussi abandonné. Je l'ai pris. Je lui ai donné un foyer, une famille. Callahan pose un 3e document sur la table. Le véritable certificat de naissance de Daniel Reed. Date de naissance, 12 juillet 2005. Ça correspond. Nom du père, Mark Reed. Nom de la mère, Suzanne Reed. Ceci est le véritable certificat de naissance. Daniel Reed, pas Johnson, Reed. Ses parents sont Mark et Suzanne Reed. Ils sont vivants. Ils l'ont cherché pendant 7 ans. Mark regarde le document, il secoue la tête. Ce ne sont pas ses parents, ce sont les gens qui l'ont abandonné. Ils ne se souciaient pas de lui. Je l'ai trouvé, il était seul. Je l'ai sauvé. Vous ne l'avez pas trouvé, vous l'avez enlevé le 24 août 2012. Sur Elm Street, à 2 pâtés de maison de l'école. Il avait 7 ans. Mark continue de secouer la tête. Non, il était abandonné. Je l'ai vu. Il pleurait. Il n'y avait personne autour. Je me suis approché. J'ai demandé où étaient ses parents. Il a dit qu'il ne savait pas. Je l'ai pris. Je lui ai donné un foyer. Callahan. Daniel Reed rentrait chez lui. Sa mère l'attendait. Vous l'avez emmené de force. Non. Il est venu avec moi volontairement. Je ne l'ai pas forcé. Il avait 7 ans. Il ne pouvait pas donner son consentement. Je l'ai sauvé. Je lui ai donné ce qu'il n'avait pas. La stabilité, l'attention, l'amour. Callahan comprend. Mark est totalement immergé dans la réalité qu'il a priée. Il croit sincèrement en sa version. Il croit qu'il a sauvé ses garçons. Qu'il a été un vrai père pour eux. Que les parents biologiques les ont abandonnés. Callahan change de tactique. Il parle plus doucement. Mark, je comprends. Vous vouliez aider. Vous vouliez leur donner un foyer. Mais la loi voit les choses différemment. Vous les avez pris sans la permission de leurs parents. C'est un crime. Mark regarde Callahan. Pour la première fois, il montre une émotion. Sa voix tremble. Je ne suis pas un criminel. Je suis un père. J'ai pris soin d'eux. Je les ai nourris. Je les ai éduqués. Je les ai protégés. Est-ce un crime ? Leurs parents ne les ont pas abandonnés. Ils les ont cherchés. 7 ans. Chaque jour. S'ils les avaient vraiment aimés, ils ne les auraient pas perdus. Callahan comprend. Les mots ne le convaincront pas. Mark vit dans une illusion. La détruire ne sera possible qu'avec des preuves irréfutables, des preuves matérielles, des tests ADN, le témoignage de Daniel, une rencontre avec les vrais parents. Callahan met fin à l'interrogatoire préliminaire. Mark est conduit en cellule.
Une évaluation psychologique est ordonnée. Des empreintes digitales sont prélevées, pour comparaison avec la seule empreinte trouvée sur le manuel de Daniel il y a 7 ans. Les résultats arrivent 2 heures plus tard. Une correspondance à 100%. Mark Johnson est la même personne qui a touché le manuel de Daniel le jour de l'enlèvement. Maintenant, l'enquête a tout. Un témoin, des aveux, des preuves matérielles. L'affaire est close. Mais la question principale demeure. Combien d'autres victimes ? Callahan se tient dans le laboratoire médico-légal. Devant lui, la technicienne en chef Elizabeth Chen. Sur la table, 2 jeux d'empreintes digitales. Le premier jeu, cette empreinte partielle du manuel de Daniel Reed, trouvée le 26 août 2012, conservée dans le dossier pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ils avaient cherché une correspondance dans les bases de données, sans succès. Le second jeu, les empreintes fraîches de Mark Johnson, prélevées il y a 1 heure après l'arrestation. Les 10 doigts, clairs, complètes. Chen place les 2 échantillons sous le scanner. Elle charge les images dans le logiciel de comparaison AFIS. Le système analyse les motifs papillaires, les tourbillons, les boucles, les arches. Il recherche les points d'identification, les endroits où les lignes se ramifient, se terminent, se croisent. Pour une preuve juridique, il faut au moins 12 points de correspondance. Plus il y en a, mieux c'est. Callahan regarde l'écran. Le système fonctionne. Il superpose une empreinte sur l'autre. Il met en évidence les points de correspondance avec des marqueurs rouges. 1 point, 2, 5, 10. Chen dit doucement, « Le processus est en cours. Une empreinte partielle complique le travail, mais si c'est lui, le système trouvera. » Callahan reste silencieux. Il sait, ce moment est décisif. Mark nie l'enlèvement. Il croit à sa version, qu'il a sauvé les garçons, qu'il est leur vrai père. Le témoignage de Daniel est fort, mais la défense pourrait arguer qu'un enfant de 7 ans traumatisé confond les événements. Le faux certificat de naissance est une preuve, mais insuffisante pour une accusation d'enlèvement. L'empreinte, c'est autre chose. L'empreinte ne ment pas. L'empreinte place Mark sur les lieux du crime, au moment du crime, sur Elm Street, où le manuel a été trouvé, le jour de la disparition. Aucune double interprétation, aucune excuse. Le système continue de travailler. 15 points de correspondance. 20. Chen agrandit l'image. Elle montre à Callahan. Regardez, cette boucle. Vous voyez la bifurcation ? Identique dans les 2 échantillons. Cet arc, le point de terminaison de la ligne. Identique. 25 points. 30. Le système termine l'analyse. Le résultat apparaît à l'écran. Correspondance détectée. Probabilité 99,97%. Nombre de points d'identification 34. Chen imprime le rapport, le signe, le remet à Callahan. Elle dit officiellement « L'empreinte digitale découverte sur le manuel de Daniel Reed le 26 août 2012 appartient à Mark Johnson. La correspondance est de 100%. Aucun doute. » Mais le manuel était dans les buissons. Abandonné. Daniel l'a fait tomber. Il a essayé de résister. Vous l'avez attrapé. Vous l'avez emmené de force. Mark secoue la tête. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais juste aider. Callahan, vos empreintes prouvent le contraire. Vous étiez là, au moment de l'enlèvement. C'est un fait. Mark regarde la table. Pour la première fois, sa confiance se fissure. Il comprend. La réalité qu'il a créée s'effondre. Les faits sont plus forts que les illusions. Callahan lui donne du temps. Il attend. Il sait. Maintenant, Mark va soit tout avouer, soit se refermer pour toujours. Mark lève la tête. Il dit lentement, avec difficulté, « Je l'ai vu. Il marchait seul. J'ai pensé que je pouvais lui donner une meilleure vie. Je me suis approché, je lui ai parlé. Il a eu peur. Il a essayé de s'enfuir. Il a laissé tomber son sac à dos. Je l'ai pris par la main, je l'ai emmené.
Il pleurait. Mais après, il s'est habitué. J'ai été un bon père. Je lui ai donné un foyer. La première confession, partielle, mais suffisante. Callahan note chaque mot. Maintenant, l'enquête a tout. Le témoignage de la victime, les preuves matérielles. L'aveu du suspect. L'affaire Daniel Reed, ouverte il y a 7 ans, est enfin close. Callahan donne quelques minutes à Mark. Il le laisse rassembler ses pensées. Puis il dit calmement « Racontez tout, depuis le début. Comment cela s'est passé ?» Mark regarde le rapport d'empreinte. Il comprend. Nier est inutile. Les preuves sont là. Il commence à parler, lentement, doucement, mais en détail. Je l'avais vu auparavant, quelques semaines avant ce jour. Il passait devant ma maison sur le même itinéraire, tous les jours à 3 heures, toujours seul. Je me disais, pourquoi ses parents le laissent-ils seul? 7 ans, c'est dangereux. Quelque chose pourrait arriver. Callahan écoute, il note, il n'interrompt pas. Mark continue. Le 24 août, je ne travaillais pas. J'étais à la maison. Je regardais par la fenêtre. Je l'ai revu. Il marchait comme d'habitude, seul, sac à dos sur le dos. Je suis sorti. Je me suis approché de lui. J'ai dit « Salut ». Il s'est arrêté. Il m'a regardé avec méfiance. J'ai demandé « Où sont tes parents ?» Il a dit « À la maison ». J'ai dit « Ils savent que tu marches seul ?» Il a hoché la tête. Mark fait une pause. Puis il reprend. J'ai proposé de le conduire. J'ai dit que ma voiture était juste à côté, que c'était plus sûr. Il a refusé. Il a dit que sa maman lui interdisait de monter dans des voitures d'inconnus. Intelligent, bien élevé. Mais je me suis dit, s'il est si intelligent, pourquoi marche-t-il seul? Callahan perçoit la logique de Mark, tordue, justificative. Il s'est convaincu qu'il agissait correctement. Je l'ai pris par la main. J'ai dit « Viens, je vais te ramener à la maison ». Il a eu peur. Il a essayé de se dégager. Son sac à dos est tombé. Les manuels se sont éparpillés. J'ai ramassé le sac à dos, mais je n'ai pas remarqué le manuel. Je l'ai emmené à la voiture. Il pleurait, il criait. J'ai dit « N'aie pas peur, tout ira bien. Je ne te ferai pas de mal ». Je l'ai fait monter dans la voiture. Je suis parti. Callahan. Où êtes-vous allé? Mark. Dans un motel, hors de la ville. J'ai loué une chambre pour une semaine, en espèces, sans document. Je l'ai gardé là. Les premiers jours, il pleurait. Il demandait à partir. Il demandait à appeler sa maman. Je lui disais « Ta maman ne te veut pas. Elle t'a laissé seule. » Si elle t'aimait, elle ne t'aurait pas laissé partir. Je répétais cela chaque jour. Encore et encore. Callahan comprend. C'est une technique de manipulation classique. Détruire le lien avec le passé. Inculquer une nouvelle réalité. Un garçon de 7 ans ne pouvait pas résister psychologiquement. Mark. Une semaine plus tard, j'ai vu les nouvelles. Ses parents cherchaient. La police cherchait. J'ai compris. Il fallait partir. J'ai acheté une caravane. Vieille, pas chère. J'ai déménagé dans un autre comté, puis dans un autre état. Tous les quelques mois, je changeais d'endroit. Je l'instruisais à la maison. Je lui racontais que le monde était dangereux, que seul moi pouvais le protéger. Il a cru. Au bout d'1 an, il a arrêté de poser des questions sur ses parents. Au bout de 2 ans, il a commencé à m'appeler papa. Callahan. Et Ethan? Comment avez-vous pris Ethan? Mark. Année 2017, février. Le parking d'un centre commercial. J'ai vu une femme. Elle parlait au téléphone. Un petit garçon se tenait à côté d'elle. 2 ans et demi, peut-être 3. Elle s'est détournée. Je me suis approché. Je l'ai pris par la main. Je l'ai emmené. Elle n'a même pas remarqué tout de suite. Quand je me suis retourné, elle parlait toujours au téléphone. Comprenez-vous que c'était un crime? Mark regarde l'agent. Il dit sincèrement « Non, je pensais que je les sauvais, que je leur donnais ce qu'ils n'avaient pas. Une famille, la stabilité, l'amour. Je ne les ai jamais frappés, jamais criés, je les ai nourris, habillés, j'ai joué avec eux. Est-ce un crime? Vous les avez pris sans le consentement de leurs parents. Vous les avez détenus de force, isolés du monde.
Vous leur avez inculqué des mensonges. C'est un enlèvement, une détention illégale, une violence psychologique. Mark secoue la tête. J'ai été leur père, mieux que ceux qui les ont abandonnés. Callahan comprend. Mark n'admet pas sa culpabilité, même maintenant, même avec les preuves sous ses yeux. Il vit dans sa propre réalité, où il est un héros, un sauveur, où il a donné une chance à 2 garçons. L'examen psychiatrique montrera. Mark souffre d'un trouble délirant. Sa perception de la réalité est déformée par un traumatisme d'enfance. Il est incapable de comprendre qu'il a causé du tort. Dans son esprit, il a fait le bien. Mais la loi ne fonctionne pas ainsi. La loi se base sur les faits. Mark a enlevé 2 mineurs, les a détenus pendant 7 ans et 2 ans et demi respectivement. Il a utilisé la manipulation psychologique. Il les a isolés de leur famille. Callahan met fin à l'interrogatoire. Mark est officiellement accusé de 2 chefs d'enlèvement, 2 chefs de détention illégale, 2 chefs de maltraitance. Au total, une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le dossier est transmis au procureur. Une date de procès est fixée. Mark est transféré au centre de détention provisoire. Une surveillance psychiatrique est ordonnée. Le risque d'automutilation est élevé. Quant à Daniel et Ethan, un long chemin de l'établissement les attend. Les enquêteurs reviennent à Daniel. Il faut reconstituer le tableau de ce jour-là. Le 24 août 2012. Ce qui s'est exactement passé. Comment Mark a pu emmener un garçon de 7 ans en plein jour dans un quartier résidentiel? Daniel est assis dans la même pièce. Le docteur Harris est à côté de lui. Callahan pose les questions avec prudence, sans pression. Il lui donne le temps de se souvenir. Daniel, essaie de te souvenir de ce jour, quand tu rentrais de l'école. Que s'est-il passé? Daniel ferme les yeux. Il y a 7 ans. Il avait 7 ans. Maintenant, 14. La mémoire est floue, mais quelques fragments sont restés. Je marchais comme d'habitude, sur Oak Street. Je portais mon sac à dos, les manuels étaient lourds, je pensais aux devoirs. Quand avez-vous vu Mark? Daniel réfléchit. Il se souvient. Il est sorti de chez lui, ou d'une voiture, je ne me souviens plus exactement. Il s'est approché de moi, il souriait, il avait l'air normal, pas effrayant. Qu'a-t-il dit? Daniel réfléchit. Il se souvient. Il a demandé si j'avais vu un chiot. Il a dit qu'il avait perdu un chiot, petit, marron. Il a demandé de l'aide pour le chercher. Une tactique classique des ravisseurs. Demande d'aide, fait appel à la gentillesse. Les enfants de 7 ans sont crédules, il veut l'aider. J'ai dit que je ne l'avais pas vu. Il m'a demandé de l'accompagner pour regarder dans la ruelle. Il a dit que le chiot aurait pu s'enfuir par là. J'ai accepté. Nous avons tourné d'Oak Street sur Elm. Voilà. Elm Street, là où le manuel a été trouvé plus tard. Daniel, nous marchions sur Elm. Il indiquait différentes directions. Il disait « peut-être là, peut-être ici ». Puis il a dit « allons voir derrière ces buissons ». Je me suis approché, j'ai commencé à regarder. Il n'y avait pas de chiot. Callahan, que s'est-il passé ensuite? Daniel, il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit « tes parents m'ont demandé de venir te chercher. Quelque chose s'est passé à la maison. Urgent. Il faut partir. » J'ai eu peur. J'ai demandé « qu'est-ce qui s'est passé ?» Il n'a pas répondu. Il m'a juste pris la main. Fort. Il m'a emmené à la voiture. Avez-vous résisté? Oui, je me suis débattu. J'ai essayé de me libérer. Le sac à dos est tombé, les manuels se sont éparpillés. Il a ramassé le sac à dos, mais un manuel est resté. Je criais. Il m'a couvert la bouche avec sa main. Il a dit doucement « Ne crie pas, tout va bien. Je ne te ferai pas de mal. Allons-y, c'est tout. Tes parents t'attendent. » Mark n'a pas utilisé la force brute. Il n'a pas frappé. Il n'a pas menacé avec une arme. Juste physiquement plus fort. Un homme adulte contre un enfant de 7 ans. La différence de taille, de poids, de force rendait la résistance inutile. Daniel, il m'a fait monter dans la voiture, un vieux pick-up,
gris ou bien, je ne me souviens plus. Il a fermé la porte, s'est mis au volant, et est parti. Je pleurais, je demandais d'arrêter. Il répétait « Tout ira bien, je te conduis dans un endroit sûr ». Callahan compare cela au témoignage de Mark. Les versions coïncident. Mark a utilisé la tromperie. D'abord le chiot, puis l'histoire des parents. Daniel a cru. Il est parti volontairement. Quand il a compris la tromperie, il était trop tard. Mark le retenait physiquement. Aucune arme, aucune menace de violence, seulement la manipulation. Un schéma classique utilisé par les ravisseurs. Ils savent, les enfants de 7 ans sont crédules, éduqués à aider les adultes. Ils croient que les adultes ne mentent pas. Callahan reconstitue la chronologie. 15h04, Daniel sort de l'école. La caméra enregistre. 15h05, 15h06, il marche sur Oak Street. Rencontre Mark. 15h07, 15h09, conversation sur le chiot. Daniel accepte d'aider. Il tourne sur Elm Street. 15h10, Mark change d'histoire, parle des parents, saisit Daniel. Celui-ci résiste. Laisse tomber son sac à dos. 15h11. Mark fait monter Daniel dans la voiture. Il s'en va. 15h15. Susan Reed commence à s'inquiéter. Daniel n'est pas rentré à la maison. 6 minutes. Seulement 6 minutes entre la sortie de l'école et l'enlèvement. Dans un quartier résidentiel. En plein jour. Personne n'a vu. Personne n'a entendu de cris. Ou ils ont entendu mais n'y ont pas prêté attention. Callahan comprend. Mark avait planifié cela. Il avait observé Daniel pendant plusieurs semaines. Il connaissait l'itinéraire, il connaissait l'heure. Il avait choisi un tronçon de route sans caméra, sans témoin. Il avait préparé l'histoire du chion. Ça marche presque toujours. La reconstitution est terminée. Le mécanisme du crime est clair. Mark n'a pas utilisé la force brute au début. Il a utilisé ce qui fonctionne le mieux. La confiance, la tromperie, la manipulation. Au moment où Daniel a compris ce qui se passait, il était trop tard. Le même schéma avec Ethan. Le parking du centre commercial. La mère était distraite. Mark s'est approché, l'a pris par la main, l'a emmené. Ethan avait moins de 3 ans. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'a pas résisté. Il a simplement suivi l'adulte. 2 enlèvements. Une seule méthode. 0 violence physique au moment de la capture. Seulement la tromperie et la rapidité. Mars 2020. 5 mois après l'arrestation de Mark Johnson. Tribunal de district de Springfield. L'affaire est mise au rôle. Le procureur, Jennifer Thomas, 42 ans, 20 ans d'expérience dans les affaires contre les mineurs. L'avocat de la défense, Robert Clark, avocat commis d'office. La salle d'audience est pleine. La presse, les parents de Daniel et Ethan, des spectateurs. Tous veulent voir la fin d'une histoire qui a duré 7 ans. Mark est assis à la table de la défense. Il a l'air calme, trop calme. L'expertise psychiatrique l'a déclaré sain d'esprit, capable de comprendre ce qui se passe et d'être responsable. Mais elle a noté un trouble délirant, une perception déformée de la réalité. La juge Margaret Wilson ouvre la séance. Elle lit les accusations. 2 cas d'enlèvement de mineurs, 2 cas de détention illégale, violence psychologique. La peine maximale, l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La procureure Thomas commence la présentation des preuves. Méthodiquement, séquentiellement, sans émotion. Preuve numéro 1. L'empreinte digitale. Trouvée sur le manuel de Daniel Reed le jour de sa disparition. Correspond aux empreintes de Mark. 34 points d'identification. Une correspondance à 100%. L'experte Elisabeth Chen témoigne sous serment. Confirme l'authenticité. Preuve numéro 2.
Le témoignage de Daniel. L'enregistrement vidéo de l'interrogatoire est diffusé dans la salle d'audience. L'adolescent de 14 ans raconte comment il a été enlevé il y a 7 ans. Comment il a été maintenu en isolement. Comment on lui a fait croire que ses parents l'avaient abandonné. Sa voix tremble. Mais les témoignages sont clairs, cohérents. Preuve numéro 3. Le témoignage des parents d'Ethan Collins. La mère décrit son jour-là sur le parking. Comment elle s'est détournée une seconde. Comment son fils de 3 ans a disparu. Comment elle a cherché. Comment elle a crié son nom. Comment elle a appelé la police. Elle pleure dans la salle d'audience. Les jurés écoutent en silence. Preuve numéro 4. Le faux certificat de naissance. L'expert légiste confirme. Le document est falsifié. Le papier est authentique, les sceaux sont faux, le numéro est inexistant. Preuve numéro 5. Le rapport psychologique du Dr Harris. Elle décrit le syndrome de Stockholm chez Daniel, les conséquences d'un long isolement, le traumatisme psychologique qui restera à vie. Elle explique comment Mark a détruit le lien du garçon avec la réalité. Preuve numéro 6. Les aveux de Mark lui-même. L'enregistrement audio de l'interrogatoire. Sa voix dans la salle d'audience. Je l'ai pris par la main. Je l'ai emmené. Il pleurait. Mais après, il s'est habitué. J'ai été un bon père. Thomas achève la présentation des preuves. Elle s'assied. Son regard vers les jurés dit « Tout est évident ». L'avocat de la défense, Clark, commence sa plaidoirie. Il ne nie pas les faits. Il ne peut pas. Les preuves sont irréfutables. Il tente d'expliquer les motivations, d'atténuer la peine. Clark présente l'enfance de Mark, des archives scellées, abandonné par sa mère à 3 ans, famille d'accueil, maltraitance, traumatisme psychologique. Il n'a jamais eu de vraie maison. Il a essayé de créer ce qu'il n'avait pas eu. Clark dit « Mark Johnson est une victime du système. Ce n'est pas un monstre. » C'est un homme profondément traumatisé. Il croyait sincèrement qu'il l'aidait, qu'il sauvait, qu'il le ferait une meilleure vie. Thomas se lève pour s'y opposer. Elle dit avec fermeté « Le traumatisme ne justifie pas le crime. Mark Johnson a volé 7 ans de la vie de Daniel Reed, 2 ans et demi à Ethan Collins. Il a détruit 2 familles. Il a causé un traumatisme psychologique irréparable. Il savait ce qu'il faisait. Il a planifié. Il s'est caché. Ce n'est pas un acte impulsif, c'est un crime délibéré. Le juge donne la parole aux jurés. 12 personnes partent délibérer. Elles reviennent 3 heures plus tard. Le président du jury se lève, il lit le verdict. Sur l'accusation d'enlèvement de Daniel Reed, coupable. Sur l'accusation de détention illégale de Daniel Reed, coupable. Sur l'accusation d'enlèvement d'Ethan Collins, coupable. Sur l'accusation de détention illégale d'Ethan Collins, coupable. Sur la violence psychologique, coupable sur les 2 chefs. Coupable de tous les chefs d'accusation, à l'unanimité. La juge Wilson fixe la date du prononcé de la sentence. 1 semaine plus tard, Mark est de nouveau devant le tribunal. Wilson dit « Mark Johnson, vous avez été reconnu coupable de crimes graves contre 2 mineurs. Vos actions ont causé un préjudice irréparable. Elles ont détruit des vies. Elles ont privé des familles d'années de temps partagé. Compte tenu de la gravité des crimes, de l'absence de remords et du risque élevé de récidive, le tribunal vous condamne à l'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. » Mark écoute sans émotion. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il reste simplement debout. L'escorte le conduit hors de la salle. La partie juridique est terminée, justice est faite, Mark passera le reste de sa vie en prison. Mais pour Daniel et Ethan, ce n'est que le début d'un long chemin de rétablissement. 14 octobre 2019, le lendemain de l'arrestation de Mark Johnson, poste de police de Springfield. Mark et Susan Reed entrent dans le bâtiment. On les conduit dans une pièce spéciale. On leur a dit
Leur fils est là, vivant. Ils n'y croyaient pas. Pendant 7 ans, l'espoir s'est éteint lentement. Et le voilà de retour. La porte s'ouvre, Daniel est assis sur le canapé. 14 ans, grand, mince, des cernes sous les yeux. Il y a 7 ans, il était un garçon de 7 ans. Maintenant, c'est un adolescent. Suzanne le voit. Elle s'immobilise. Puis elle court, l'étreint. Elle pleure. Elle dit « Daniel, mon garçon, tu es à la maison. Tu es enfin à la maison. » Daniel ne répond pas à l'étreinte. Il reste immobile, les bras le long du corps. Il la regarde comme une inconnue, parce que pour lui, elle est une inconnue. Pendant 7 ans, Marc lui a inculqué « Ces gens t'ont abandonné. Ils ne sont pas ta famille. » Mark Reed s'approche, tente d'embrasser son fils. Daniel recule. Il dit doucement « Pardon, je ne me souviens pas de vous. » Les mots brisent le cœur des parents. Mais le docteur Harris avait prévenu, c'est normal. 7 ans de manipulation ont effacé les souvenirs, les ont remplacés par une fausse réalité. Le rétablissement prendra des années. La famille Collins vit une situation similaire. Ethan est rendu à ses parents le même jour. Il a 5 ans. Il ne se souvient pas de sa mère. Il ne se souvient pas de son père. Il pleure. Il demande à être rendu à papa, à Marc. Il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ces inconnus l'emmènent? Les psychologues commencent le travail immédiatement. Daniel et Ihsan suivent une thérapie intensive, chaque jour, parfois plusieurs séances par jour. Le docteur Harris travaille avec Daniel, lentement, prudemment. Elle reconstitue les vrais souvenirs, montre de vieilles photos, des vidéos, tente d'éveiller le lien avec le passé. Au bout d'un mois, Daniel commence à se souvenir de fragments, sa chambre, ses jouets, la voix de sa mère lisant un livre avant de dormir, le visage de son père. Mais ces souvenirs se mélangent à ce que Marc lui a inculqué. La réalité est floue. Au bout de 3 mois, Daniel appelle Suzanne « maman » pour la première fois en 7 ans. Elle pleure de bonheur. Mais il garde toujours ses distances. Il n'embrasse pas. Il ne fait pas entièrement confiance. Au bout de 6 mois, la situation s'améliore. Daniel commence à s'habituer à la maison, à ses parents, à une vie normale. Il va à l'école, pour la première fois en 7 ans. Difficile. Ses camarades le regardent comme une célébrité. Les enseignants ne savent pas comment lui parler. Il a pris du retard sur le programme. Il apprend de nouveau. Mais la nuit, des cauchemars. Il se réveille en sueur froide. Il voit Marc. Il entend sa voix. « Tes parents t'ont abandonné. » Même en connaissant la vérité, une partie de lui croit encore à ces mots. Pour Ethan, c'est plus difficile. Il est plus jeune. Sa mémoire de ses parents est presque entièrement effacée. Marc a été dans sa vie pendant la majeure partie de son temps conscient. L'adaptation est lente. Il a peur des endroits inconnus. Il ne lâche pas sa mère une seconde. Il a peur d'être de nouveau emmené. Les psychologues disent « un rétablissement complet pourrait ne jamais arriver. Le traumatisme est trop profond. » 7 ans pour Daniel. Des années critiques pour la formation de la personnalité. 2 ans et demi pour Ethan. La période où se forment les notions de base sur le monde. Les deux auront besoin de thérapie pendant des années, peut-être toute leur vie. Il y aura des problèmes de confiance, d'attachement, de relations. Les conséquences de la captivité psychologique ne disparaissent pas avec l'arrestation de l'agresseur. Les parents suivent aussi une thérapie. Mark et Suzanne Reed essaient de reconstruire leur relation avec leur fils. Ils réapprennent à être les parents d'un adolescent de 14 ans qu'ils n'ont pas vu pendant 7 ans. Qu'ils ne connaissaient que comme un enfant de 7 ans. La famille Collins est confrontée à des problèmes similaires. Ethan a été enlevé à 3 ans, il est revenu à 5. C'est une autre personne, une autre personnalité. Année 2021, 2 ans après la libération. Daniel a 16 ans, il est au lycée, il réussit plutôt bien. Il s'est même fait quelques amis, mais il suit toujours une thérapie 2 fois par semaine. Il fait toujours des cauchemars.
Il appelle encore parfois Mark Johnson « papa » par habitude, et se déteste pour cela. Ethan a 7 ans. Il va à l'école primaire. Il s'adapte mieux que prévu, mais les psychologues disent « les vrais problèmes se manifesteront plus tard, à l'adolescence, quand il commencera à comprendre ce qui lui est arrivé ». L'agent Callahan rend parfois visite aux familles. Il vérifie comment ils vont. Daniel le remercie à chaque fois. « Vous m'avez sauvé ». Callahan répond honnêtement « Tu t'es sauvé toi-même. Tu t'es échappé. Tu as amené Ethan. Tu es un héros. » Mais Daniel ne se sent pas un héros. Il se sent une victime. 7 ans de vie volés, 7 ans qui ne reviendront jamais. L'histoire de Daniel Reed et Ethan Collins est un rappel. L'enlèvement ne se termine pas avec la libération. La captivité physique peut se terminer en quelques secondes. La captivité psychologique dure des années. Mark Johnson est en prison, à vie, sans droit à la libération. Mais Daniel et Ethan sont aussi dans leur propre prison. La prison du traumatisme, de la peur, de la confiance brisée. La différence, c'est que leur prison a une sortie, lente, difficile, mais possible, avec l'aide de la thérapie, du soutien, de l'amour familial, du temps. Et un jour, peut-être, ils seront vraiment libres.